Alors ouais, la discipline, les styles parentaux, tout ça, ça c'est des questions qui ont fait couler beaucoup beaucoup d'encre. C'est clair que pour un parent, c'est vraiment compliqué, surtout la période entre 2 et 4 ans où il y a des grandes grosses crises de caprice qui peuvent être vraiment impressionnantes à gérer. Un enfant, voir un enfant qui crie, qui se roule par terre, qui tire, lance des objets à travers la pièce, ça peut être vraiment impressionnant et difficile à gérer. Et entraîne aussi beaucoup de culpabilisation. Des fois, on ne sait pas s'il faut qu'on soit strict ou des fois, il faut qu'on soit plutôt à l'écoute, plutôt tendre et compréhensif, bienveillant, patient. Enfin, c'est compliqué. On peut entendre aussi différents conseils contradictoires. Et enfin bref, et en plus que c'est allié à aussi tout un tas de systèmes de valeurs très personnels. Est-ce que on souhaite réellement promouvoir l'obéissance et la soumission de son enfant? Est-ce qu'on pense que ça peut être utile pour son émancipation? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'on peut éduquer sans endoctriner? Enfin, ça soulève tout un tas de questions compliquées et pour lesquelles on peut se sentir parfois un peu démuni. Surtout si on a même plusieurs enfants à gérer, ça peut être très compliqué. Alors, bon, ici, je vais essayer d'être le plus neutre possible. Enfin, ce qu'on peut lire dans la littérature scientifique, bon, il y a une littérature très très vaste. Hein, je vais essayer de résumer les points principaux que j'ai trouvé les plus utiles et importants en quelques minutes. Mais voilà, c'est quand même une très grosse littérature. Mais bon, en gros, traditionnellement en psychologie, les psychologues ont tendance à diviser les styles parentaux en selon deux dimensions. Si les parents sont très à l'écoute des besoins de l'enfant et s'ils sont très stricts quant au respect des règles, ce qui les a permis de définir quatre styles parentaux. Donc le style parental dit démocratique, où les parents sont très stricts quant au respect des règles, mais aussi très à l'écoute des besoins de l'enfant, lui expliquent les règles, etc. Donc ça, c'est le style qui est associé aux conséquences les plus positives pour l'enfant, que ce soit dans les performances scolaires, les comportements, les développements socio-émotionnels, etc. Deuxième style parental, c'est le style parental dit autoritaire, où là les parents sont très stricts quant au respect, au maintien des règles, mais pas du tout à l'écoute, ou très peu à l'écoute de l'enfant. Là, ce style parental, en général, il est associé à des problèmes d'anxiété, de dépression, de confiance en soi pour l'enfant, des problèmes de comportement aussi, que ce soit en tant qu'agresseur ou victime à l'école, etc. Bon, il y a le style parental dit permissif, où là, les parents sont très à l'écoute de l'enfant, mais très laxistes quant au respect des règles. Et celui-là, il n'est pas associé aux conséquences négatives comme le style parental autoritaire. Par contre, il est associé à des performances scolaires assez faibles, et plus faibles en tout cas que celles du style démocratique. Donc là, les parents, bon, ils sont à l'écoute de l'enfant dans le style permissif, donc ça favorise l'attachement, ce qui est associé à tout un tas à un bon développement émotionnel. Mais par contre, ils sont laxistes, notamment sur la télévision, l'heure du coucher, les écrans, etc. Et ça, c'est lié, c'est associé à des performances scolaires forcément plus faibles. Ensuite, le dernier style parental, c'est le style parental désengagé, qui est dit désengagé, où là les parents sont ni stricts quant au respect des règles, ni à l'écoute de l'enfant. En fait, les enfants sont plus ou moins livrés à eux-mêmes. C'est celui qui a les conséquences les plus négatives. La majorité des délinquants juvéniles ont été exposés à ce style parental. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Évidemment, c'est très grossier. On peut avoir plusieurs styles parentaux au cours d'une même journée. On peut être laxiste dans certains domaines et beaucoup plus strict dans d'autres. Donc bon, c'est très grossier, mais ça donne quand même une idée un peu des différents profils qui peuvent exister et de leurs conséquences. Alors maintenant, si on veut faire respecter les règles, comment on peut faire? On peut faire éventuellement les châtiments corporels, notamment la fessée. Alors ça a été interdit en France, ça a soulevé plein de débats, mais en fait ça a été interdit dans énormément de pays dans le monde, il y a pas mal d'études qui soutiennent cette décision, donc notamment qui montrent que les fessées ou les châtiments corporels, c'est en général associé à des gros problèmes de régulation émotionnelle plus tard au cours de la vie et des conséquences négatives pour l'enfant. Il y avait des débats parce que c'est des études corrélationnelles, forcément, on ne peut pas faire des études randomisées contrôlées où on mettrait un groupe d'enfants à qui on donne des fessées et un groupe d'enfants à qui on donne pas de fessées et on suivrait leur évolution, on ne peut pas faire ça pour des raisons éthiques évidentes. Donc les gens se disaient, peut-être que, vu que c'est corrélationnel, peut-être qu'ils reçoivent c'est des enfants très difficiles, et c'est pour ça qu'ils ont reçu des problèmes. Ces adultes qui ont des problèmes de régulation émotionnelle, ils ont reçu des fessées parce que c'était des enfants très très difficiles à la base, et que les parents n'avaient pas le choix. Et en fait, bon, il y a d'autres études qui montrent bien que les parents qui donnent des fessées, en général, c'est parce qu'ils ont reçu eux-mêmes des fessées. C'est pas parce qu'ils auraient utilisé toutes les techniques et qu'il n'y aurait que celle-là qui marche. En général, c'est des parents qui ont utilisé eux-mêmes leurs fessées, qui souvent ont aussi des problèmes de régulation émotionnelle ou à gérer les émotions de leurs enfants, et donc voilà, donnent la fessée dans la très grande majorité des cas. Alors si on ne peut pas donner de fessée, qu'est-ce qu'on peut faire? Un autre technique, c'est le temps mort, donc d'isoler l'enfant, de le mettre au coin, sur une chaise dédiée ou dans une pièce. En tout cas, l'idée c'est que l'enfant ne reçoive aucune stimulation pendant 2, 3, 4, 5 minutes, le temps qu'il se calme et qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Donc
Là, on peut entendre parfois que ça peut avoir des conséquences très négatives sur l'enfant. En fait, c'est faux. Enfin, alors, toutes les études que j'ai pu lire, lorsque c'est associé évidemment à un style parental démocratique, c'est pas donc où par ailleurs il y a des temps vivants et où on est à l'écoute des enfants, on leur explique les règles, on s'assure qu'ils les ont comprises, etc. On voit aucune conséquence négative de la mise au coin de l'enfant. Alors malgré ça, il y a pas mal de parents qui trouvent que c'est inefficace, mais il y a aussi des études qui montrent que les parents n'utilisent pas la technique convenablement. Alors voilà, ce qu'il faut pour être sûr d'utiliser cette technique convenablement, bon, on félicite l'enfant quand il fait des bonnes choses, on prend le temps de lui expliquer les règles, de s'assurer qu'il les comprend. S'il ne respecte pas les règles, ben, on met l'enfant au coin juste après la violation des règles, on n'attend pas le soir, on n'attend pas plus tard, on le fait juste après qu'il ait enfreint la règle, on s'assure bien à ce qu'il ait aucune stimulation quand il est au coin, et, et voilà, si l'enfant refuse d'être au coin, refuse la règle, on peut essayer de l'y remettre autant de fois qu'on veut, on peut essayer de l'isoler dans une pièce et de fermer la porte, ça c'est possible aussi. On peut aussi euh, essayer de lui retirer des privilèges ou de l'ignorer, de lui retirer, je sais pas, la tablette et des choses comme ça. Ça peut être des alternatives qui existent. Ce qu'il faut éviter, c'est de le restreindre physiquement en l'obligeant à rester au coin, en le tenant physiquement pendant plusieurs minutes, ou en lui donnant des fessées, là, même si ça peut sembler efficace à très court terme pour avoir un enfant obéissant, bah, sur le long terme, c'est associé à beaucoup plus de problèmes. Donc, il vaut mieux éviter ça. Voilà, une troisième technique, c'est la discipline positive, la fameuse discipline positive, euh, qui est dont beaucoup d'éducateurs font la promotion en ce moment. Alors il y a pas mal d'études qui montrent effectivement que c'est efficace, même avec des enfants particulièrement violents, ça peut être efficace. Mais voilà, ça peut être un peu compliqué à mettre en place. Bon, l'idée de la discipline positive, c'est en gros d'être très indulgent face à l'enfant lorsqu'il a enfreint la règle, mais de prendre un moment au cours de la journée, au cours de la semaine, pour vraiment discuter en profondeur de ce qui s'est passé avec l'enfant. Donc il faut essayer de prévoir une demi-heure. Euh, et on conceptualise le problème, là, non pas que l'enfant ne veut pas respecter la règle, mais on part du principe que l'enfant n'est pas capable de respecter la règle parce qu'il n'est pas capable il l'a pas comprise, peut-être il est fatigué, peut-être qu'il a du mal à gérer ses émotions, il a peut-être du mal à comprendre les émotions des autres, les enjeux émotionnels et les besoins des autres membres de la famille, etc. Donc on s'assoit avec l'enfant et on va essayer d'adresser le problème d'un point de vue le plus neutre et bienveillant possible. Voilà, ça peut être un problème bien spécifique. Alors ça peut être, voilà, en ce moment, je vois le matin pour aller à l'école, c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe? Et là, on se tait, on essaie d'écouter, même si on donne à l'enfant le temps qu'il comprenne la question, qu'il formule sa réponse. Ça peut prendre parfois 30 secondes, une minute, 2 minutes. Bon, on est très patient, on peut répéter la question, on essaie de reformuler les réponses de son enfant, on essaie vraiment de clarifier voilà, les émotions, les besoins qui sont en jeu, on peut clarifier nos propres besoins aussi, si on a besoin d'un sentiment de sécurité ou de respect ou des choses comme ça. Et ensuite, on essaye de trouver une solution ensemble pour satisfaire les besoins de tout le monde. Donc, ça demande une certaine créativité, une certaine coopération. Si l'enfant est provocateur ou dit oh je m'en fiche, de toute façon bah, il vaut mieux ignorer, être patient. Si on sent que l'enfant n'est pas disposé, que nous non plus on commence à s'énerver, bah, il vaut mieux attendre et réessayer une autre fois. Voilà, c'est vraiment quelque chose évidemment qui demande du temps, qui est compliqué à mettre en place, ça demande de la patience, de la créativité. Mais voilà, il y a beaucoup de ressources qui existent sur Internet, il y a des groupes de communication non violente, il y a des ateliers de communication non violente, on peut trouver plein de vidéos sur Internet qui peuvent nous aider à trouver des petites clés, des petites astuces pour nous aider à formuler nos émotions et être à l'écoute, faire d'écoute active, etc. Maintenant, évidemment, ça peut être fait en parallèle des temps morts, mais voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant quand on a un petit moment au calme avec son enfant, de prendre le temps de discuter des différents problèmes qu'on peut rencontrer. Et bah voilà, quelques-unes des astuces, en tout cas, qui semblent être efficaces, testées empiriquement, et toutes les sources sont disponibles hein, sur le blog et dans le livre, pour aller fouiller un peu plus loin la littérature scientifique dans ce domaine. Mais voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce sujet.